Alors bonjour à tous et à toutes. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous parler de la robotique et de la robotique collaborative en particulier. On a vu aujourd'hui que c'est un thème qui revient souvent et souvent sous l'aspect de la transformation des emplois du marché du travail. Moi aujourd'hui, vous allez voir, je vais plus vous parler des aspects de sécurisation. C'est quoi les risques pour les personnes qui vont travailler dans des applications de robotique collaborative? Puis on va voir un peu rapidement aussi comment pouvoir sécuriser ce type d'application en fonction des interactions qu'il va avoir entre le robot et le travailleur. Je trouvais ça intéressant de commencer la présentation par définir qu'est-ce qu'un robot. On en a beaucoup parlé, mais finalement, on n'a pas eu vraiment de définition. Qu'est-ce qui distingue un robot d'un équipement industriel plus classique? Dans la littérature, on voit qu'il y a, disons, 3 caractéristiques principales. La première, c'est que ça va être un équipement qui est programmable, suivant plusieurs axes. Donc, il va pouvoir se déplacer dans différentes directions. Typiquement, ça va être un bras robotisé, comme vous voyez sur la photo, mais ça peut prendre différentes formes. Deuxièmement, ça va être l'aspect autonomie-intelligence. Alors, c'est des équipements qui vont être capables de prendre des décisions en fonction des algorithmes, de l'intelligence artificielle. Il y a eu beaucoup d'améliorations à ce niveau-là. Puis également, il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau des capteurs. Donc, ça va être des équipements qui vont être capables de sentir, entre guillemets, leur environnement pour pouvoir prendre des décisions avec une certaine autonomie. Et cet aspect-là a beaucoup évolué dans les dernières années, ce qui a conduit à la robotique collaborative, donc avec des équipements qui vont interagir dans un milieu plus ouvert et être capables de s'adapter à leur environnement. Le dernier point, ça va être la polyvalence. Ça va être des équipements qui vont être programmables et reprogrammables et qu'on va être capable d'adapter à différents environnements. Le lien entre la robotique et l'industrie 4.0, en fait, c'est que la robotique collaborative, les machines autonomes, c'est un levier parmi d'autres pour mettre en place l'industrie 4.0. Ces équipements, de par les caractéristiques que je viens de vous donner, ça va apporter de la flexibilité sur la chaîne de production. Ça va permettre d'améliorer la productivité dans certains cas et de s'adapter à la demande. Donc, c'est un peu le lien à ce niveau-là. Quelques chiffres. On sait que le nombre de robots est en augmentation dans le monde. L'International Federation of Robotics, l'IFR, donne quelques chiffres à ce niveau-là. On sait qu'à l'heure actuelle, il y aurait à peu près 2 millions de robots en opération à travers le monde. De robots de manière générale, pas forcément des robots collaboratifs, on va en reparler après. C'est en constante augmentation. Faire attention sur l'échelle en bas, on passe de 2015 à 2018. Là, c'est plus une progression qui est assez linéaire. Et c'est sûr que des pays comme la Chine, les États-Unis, l'Allemagne et la Corée du Sud sont les pays avec le plus de robots. Mais le Canada, si on parle de densité, c'est-à-dire de nombre de robots par 100 000 travailleurs, par exemple, se situe, disons, dans le peloton à ce niveau-là. Quelques chiffres au Québec. On estime à peu près à 7 300 le nombre de robots installés au Québec dans les entreprises manufacturières. Ce sera à peu près une entreprise manufacturière sur 3 qui posséderait des robots. Je dirais que la caractéristique du marché au Québec, c'est qu'il y a une grande variation d'une entreprise à l'autre. Des entreprises qui vont être très automatisées, d'autres qui vont posséder un robot mais qui vont être peu automatisées, contrairement à d'autres pays. Si vous voulez plus de chiffres sur l'automatisation du secteur manufacturier au Québec, il y a un sondage qui est paru, dont les chiffres que je vous présente proviennent de ce sondage-là, qui a été commandité par le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, le CRIC et l'Alliance CATA. Et ça donne pas mal de chiffres sur l'automatisation, pas juste la robotique, là, mais la robotisation au Québec. Alors si on parle de la cobotique, de la robotique collaborative, la différence avec la robotique conventionnelle, c'est qu'auparavant, comme vous voyez sur la photo à gauche, les robots étaient encagés. La façon de sécuriser, c'était de séparer le travailleur du robot pendant les phases de production, des protecteurs fixes ou mobiles de manière générale, alors que la robotique collaborative, on va avoir un partage de l'espace de travail entre le robot et le travailleur. Ils vont partager un espace en production, donc pendant que le robot produit. Donc on a des interactions et même parfois des contacts permis sous certaines conditions. Là, il y a 2 documents de référence que je vous cite aujourd'hui si vous êtes amené à mettre en place des applications de robotique collaborative. Ça va être les normes ISO 10118 et la spécification technique 15066. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si jamais vous êtes amené à travailler sur ce sujet-là, d'un point de vue de la sécurité, c'est des documents de référence qu'il va falloir consulter. Là, je parlais de partage d'espace de travail. Il y a différentes façons de partager l'espace. Ça peut aller de la cohabitation, c'est-à-dire que le robot et le travailleur vont se retrouver dans le même espace à un moment donné, mais ils ne vont pas forcément interagir l'un avec l'autre. Ça, c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle la plupart du temps dans les entreprises. L'autre côté du spectre, ça va être la coactivité, c'est-à-dire que le travailleur et le robot vont vraiment travailler ensemble sur une pièce. Il va vraiment avoir une forme de collaboration. Quand on pense à la robotique collaborative, on pense souvent à ça, mais dans la réalité, ça va souvent plus être pour le moment de la cohabitation. Donc la robotique collaborative est en émergence parce que, premièrement, la programmation de ces robots-là est simplifiée. Comme vous voyez sur la photo, on va programmer ces robots-là en leur montrant comment se déplacer. Il y a des points d'acquisition,
Donc c'est beaucoup plus facile, surtout pour les petites et les moyennes entreprises qui ont moins de ressources spécialisées. Donc ça va être un argument pour acquérir ce genre de robot. Également, il va y avoir un gain d'espace. Donc on fait tomber les barrières. Dans certains cas, ça va être possible de faire tomber les barrières. Donc on va gagner en espace, on va gagner en flexibilité. Et on en a déjà parlé, c'est des robots qui sont très adaptés pour faire des tâches répétitives à faible valeur ajoutée. En termes de sécurisation, dans les normes que je vous ai citées, on nous mentionne 4 façons de faire, 4 principes pour avoir un fonctionnement collaboratif. Je vais vous les énoncer rapidement. Si vous voulez plus de détails, je vous conseille de consulter la norme. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez voir, c'est que c'est différents types d'interactions et également différents types d'équipements. Parce que quand on parle de robotique collaborative, parfois on pense souvent aux cobots, ou vraiment aux robots avec un visage des fois, mais vous allez voir que ça peut prendre différentes formes. Le premier mode de fonctionnement collaboratif qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle de façon simplifiée l'arrêt contrôlé. Alors, lorsque le travailleur va rentrer dans la zone de collaboration, le robot va s'arrêter. Donc l'interaction va toujours se faire avec le robot, l'équipement robotisé à l'arrêt. Lorsque la transpalette est autonome, lorsqu'il y a un travailleur qui rentre dans sa zone de déplacement, le transpalette s'arrête et il va repartir uniquement lorsque le travailleur est sorti de sa zone. Que vous voyez, j'aurais pu prendre l'exemple d'un bras robotisé, mais ça se décline sous différentes formes, et notamment donc, ce qu'on appelle les robots de service qui vont transporter des charges fonctionnent sous ce mode-là. Le deuxième mode qui existe, ça va être le contrôle de la distance de séparation. Dans ce cas-là, le robot ne va pas forcément s'arrêter, mais il va faire en sorte d'éviter le travailleur pour garder toujours une distance de sécurité avec lui. Souvent, c'est du calcul en temps réel, donc il va calculer la position du travailleur, sa vitesse de déplacement, sa propre vitesse de déplacement, en fonction de son temps d'arrêt aussi. Vous voyez la complexité, il va être capable de calculer. Et si jamais la distance n'est plus jugée sécuritaire, selon un certain nombre de critères, il va s'arrêter. Donc là, c'est vraiment pour le moment quelque chose qui est vraiment en développement encore, parce qu'il va falloir que le système soit fiable. Tout est basé sur la fiabilité du système. On va vouloir que le robot s'arrête lorsqu'il y a un danger. Et pour ça, il va falloir détecter où se trouve le travailleur de façon très précise et très fiable. Que ce soit le travailleur en entier ou une partie de son corps dans certaines applications, ça va être la main qu'il va falloir détecter. Donc vous voyez que ça peut être assez complexe. Le troisième principe qu'on appelle le contact, disons, sécuritaire. Dans ce cas-là, on va permettre une collision entre le travailleur et le robot. Donc c'est vraiment un changement de paradigme par rapport à ce qui se faisait auparavant. Donc là, on va permettre le contact, mais il va falloir que le contact reste sécuritaire. Et là, je dirais que c'est un sujet qui a beaucoup de recherches encore à l'heure actuelle à faire. Il y a quelques éléments dans la spécification technique que je vous citais tout à l'heure, la 15066, sur c'est quoi les contacts qui sont acceptables. Vous vous rendez compte que ça va dépendre de beaucoup de critères. Hein. C'est quoi la zone d'impact? Si on tape le travailleur à la tête ou dans son bras, ça ne va pas du tout être les mêmes conséquences. Donc c'est un sujet qui est assez délicat. Mais c'est un type de fonctionnement qui existe. Et c'est souvent ça, on le voit souvent avec ce qu'on appelle vraiment les cobots, quand on parle de robotique collaborative. Ce que vous voyez ici, là, bon, on ne le voit pas très bien, mais c'est vraiment un cobot. Donc c'est vraiment un robot qui va être conçu pour être collaboratif. C'est un robot qui va être souvent moins puissant, moins rapide, qui va avoir des formes arrondies et qui va posséder souvent un système de détection de collision. Et le dernier principe, c'est ce qu'on appelle le guidage manuel, ou alors les exosquelettes, on va le voir, où là, cette fois-ci, le travailleur est en contact avec le robot de façon constante. Donc dans ce cas-ci, c'est le travailleur, il a un bras robotisé avec lui, c'est le travailleur qui donne le mouvement, l'intention de mouvement au robot, et c'est le robot, lui, qui va reprendre son intention de mouvement et apporter l'effort sur l'application. Vous voyez typiquement des tâches de meulage, donc c'est le robot qui va finalement prendre l'effort, et le travailleur, lui, va juste donner l'intention. Donc c'est des types d'applications qu'on voit à l'heure actuelle. Si on pousse le principe un peu loin, les exosquelettes rentrent ici. Cette fois-ci, on va porter finalement l'équipement robotisé. Ici, c'est un exosquelette des membres supérieurs. Comme on disait tout à l'heure, les exosquelettes peuvent être parfois motorisés. Donc dans ce cas-là, on est vraiment dans un équipement robotisé. Et ça va permettre de décharger le travailleur d'une partie du poids. Mais comme on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais ce n'est pas forcément si simple. Il va falloir faire attention que l'application réponde réellement aux besoins du travailleur. Et il y a beaucoup de recherches à l'heure actuelle à ce niveau-là. Donc si on parle de risque, vous ne serez pas surpris que le risque principal dans ce genre d'application, ça va être le risque de collision, d'écrasement et de coincement. Ça va dépendre de l'énergie, de la puissance du robot, de la répétition du contact, de la zone d'impact, on en a parlé. Ça va dépendre aussi de l'outil, de l'application qu'on a. Si le robot, si je prends un exemple extrême, si son outil au robot, c'est un couteau, on s'entend que dans ce cas-là, le risque va être différent que si c'est disons une ventouse pour attraper des pièces. Donc il va falloir le prendre en compte. Je vous dirais que ce n'est pas un risque qui est nouveau, hein, c'était déjà présent dans la robotique en général. La différence, c'est que c'est un risque qui va être plus... la probabilité qu'un événement dangereux arrive va être plus grande. Vu qu'on est en interaction en production avec le robot, la probabilité qu'il y ait un accident qui se produise est plus grande. Alors du coup, en contrepartie, on va travailler sur la gravité, à faire en sorte que si le contact
arrive, il soit le moins grave possible. La cybersécurité. Les robots, c'est des équipements qui sont contrôlés à distance, qu'on peut contrôler à distance. Alors les aspects de cybersécurité vont être importants, puisque là, on a une interaction entre le robot et un travailleur. Alors oui, on peut avoir des dégâts matériels, mais on peut aussi avoir des dégâts humains, des conséquences humaines, si quelqu'un prend le contrôle du robot de façon malveillante. On a aussi des risques psychosociaux, on en a beaucoup parlé ce matin, je ne reviendrai pas trop dessus. L'isolement, si on remplace son collègue par un robot, on s'entend qu'on peut vivre de l'isolement. Également le rythme. Est-ce qu'il va falloir suivre le rythme du robot? On en a parlé. Puis la transformation du travail. Est-ce que je vais perdre mon emploi? Qu'est-ce que je vais faire après que le robot soit arrivé? C'est des questions qui se posent et qu'on a vu les travailleurs sur le terrain se poser. Et puis on en a parlé aussi, les troubles musculo-squelettiques. Oui, on va régler une partie des troubles musculo-squelettiques en allégeant le travail du travailleur, mais il va falloir faire attention de ne pas déplacer ces problèmes-là en changeant l'activité du travailleur. C'est plus mes collègues ergonomes qui vont travailler éventuellement là-dessus à l'IRSST. Il y a des risques, mais il y a aussi des opportunités, il ne faut pas l'oublier. Avec ce type d'application, on va être capable de sortir le travailleur de zones particulièrement à risque. Nous, sur le terrain, on avait vu un exemple où on avait une zone avec de forts rayonnements magnétiques. Donc avec de la robotique, on peut sortir les travailleurs de ces zones-là, ce qui peut être intéressant. On va également réduire les postures contraignantes, les gestes répétitifs, les ports de charge. Éventuellement, le travailleur, si il reste dans l'entreprise, il va pouvoir se consacrer à des tâches plus créatives et plus innovantes. Ça, je l'ai mis ici parce qu'on l'a vu beaucoup en entreprise. Souvent, le travailleur, ce qui se passait, c'est qu'on modifiait son activité de travail et il faisait souvent plus du contrôle qualité et des tâches qui étaient, disons, peut-être plus intéressantes pour lui que des tâches répétitives. Et aussi, on en a parlé un peu ce matin, c'est des équipements qui vont permettre d'augmenter l'employabilité des travailleurs vieillissants. On sait que c'est une problématique à l'heure actuelle. Et également des travailleurs handicapés, si on pense particulièrement aux exosquelettes. Alors pour terminer, je voulais vous mentionner qu'à l'IRSST, on a une thématique de recherche à l'heure actuelle sur la robotique collaborative. On a un projet qui s'est terminé et on en a d'autres qui s'en viennent. Celui qui s'est terminé, c'est le rapport R974 qui est disponible gratuitement sur notre site si ça vous intéresse, où on s'est intéressé notamment à des études de cas. On a fait un retour d'expérience avec 4 entreprises qui avaient décidé d'implanter une application de robotique collaborative. Une des conclusions du rapport, c'était que souvent les cobots, là, vraiment les robots qui sont conçus pour être collaboratifs, ils sont souvent vendus comme étant ce qu'on appelle plug and play, c'est-à-dire qu'on les branche, on les installe et tout est correct. Mais dans la réalité, on s'est rendu compte que d'un point de vue de la sécurité, ce n'était pas si simple que ça dans la plupart des cas. Si on reprend l'exemple du robot qui a comme outil un couteau, on s'entend que l'application ne sera pas sécuritaire. Même si le robot il fonctionne à des vitesses qui sont faibles, ça ne va pas être si simple. Il va falloir faire une appréciation du risque, une analyse de la situation pour vérifier ces aspects-là. Souvent aussi, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir détecter le travailleur, comme on a vu. Il va falloir détecter que le travailleur rentre dans la zone. Ça, le robot, il ne le fait pas tout seul. Il va falloir rajouter des capteurs de sécurité, comme des scanners, des rideaux optiques, des tapis sensibles. Et il y a un aspect de fiabilité qui rentre là-dedans. Le robot, en tant que tel, il est conçu pour être fiable, d'un point de vue de la sécurité, notamment les cobots, mais les dispositifs qu'on rajoute, il va falloir s'assurer qu'eux aussi ils ont un certain niveau de fiabilité pour que la chaîne de détection reste fiable. Plus l'application est à risque, plus le système va devoir être fiable pour s'assurer que le robot s'arrête quand on en a besoin. Puis un dernier point qui est souvent pas pris en compte en termes de besoins de ce qu'on a vu à l'heure actuelle, c'est le compromis entre sécurité et cadence. On a souvent dans la chaîne de production des cadences à respecter. Donc on va vouloir faire fonctionner le robot à des vitesses plus élevées. Et là, on a du coup des compromis à faire avec la sécurité, ou comme je vous montrais tout à l'heure, souvent on va vouloir avoir une certaine distance de sécurité avec le robot. Plus le robot va vite, plus la distance va devoir être grande. Et ça, ce n'est pas forcément des éléments qui sont pris en considération. Donc toujours bien prendre le besoin aussi au départ avant de mettre en place ce type d'application. Est-ce qu'on a un réel besoin? Est-ce que le robot collaboratif est le moyen aussi d'y répondre? Voilà, alors ça conclut ma présentation. Pour vous dire, donc on a un certain nombre de projets qui s'en viennent sur la robotique collaborative. On a des projets en collaboration avec nos collègues ergonomes. Donc oui, il y a l'aspect sécurité des machines, fiabilité, gestion des arrêts, mais aussi comment mettre en place un espace collaboratif qui répond aux besoins. C'est des aspects qui vont être abordés. Et on a un projet qui s'en vient avec des intégrateurs de robots. Alors je profite de ma tribune aujourd'hui pour mentionner s'il y a des intégrateurs de cobots dans la salle ou si vous en connaissez, n'hésitez pas à contacter ma collègue Sabrina Josselin si ça vous intéresse.